L'homme que vous avez entendu dans cet extrait est un millionnaire texan de 75 ans qui vient de se faire tirer dessus en pleine nuit. Tout le monde semble ignorer qui a bien pu s'en prendre à lui et surtout, pour quelle raison. Une enquête démarre, enquête qui va connaître plusieurs rebondissements et révéler au grand jour le visage d'un véritable monstre. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous parle de l'effroyable histoire de Steven Bird. Générique. Le 2 octobre 1999, aux environs de 3 heures du matin, Steven Bird, un Américain de 75 ans, qui semble être en état de choc, contacte le 911 depuis sa maison située à Austin, au Texas. L'opératrice comprend immédiatement que l'urgence est absolue quand l'homme lui dit texto qu'il souffre atrocement parce que ses boyaux sont en train de sortir de son ventre. Il dit qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il s'est passé parce que, quand c'est arrivé, il dormait. C'est une intense douleur qui l'a réveillé et il n'a vu personne. La police est mise dans la boucle et, accompagnée des secours, arrive sirène hurlante au 3900 Toro Canyon Road, une luxueuse demeure nichée dans un quartier huppé d'une banlieue de la ville. Sur place, il trouve Steven grièvement blessé sur son lit et c'est un petit peu la pagaille à l'intérieur de la maison. Sa femme, Céleste, 36 ans, qui dormait dans une autre pièce, est en panique parce qu'elle est morte d'inquiétude. En parallèle, on essaye aussi d'empêcher Christina, 19 ans, d'apercevoir son père, parce que la vue de la blessure pourrait la choquer, au point de laisser des séquelles irréversibles. Christina n'est pas sa fille biologique, parce qu'elle a été, tout comme sa sœur jumelle, Jennifer, adoptée par Steven après son mariage avec leur mère, mais c'est tout comme, parce qu'ils sont tous les trois très complices. Finalement, le septuagénaire est conduit en hélicoptère à l'hôpital le plus proche, et même si son état est critique, il est maintenant stable, et il devrait normalement s'en tirer. La police restée sur place s'interroge, parce que tout indique que ce qui a causé la blessure de Steven, c'est un tir provenant d'une arme à feu. Et ils n'ont pas besoin d'attendre très longtemps pour en avoir la preuve matérielle, parce qu'en entrant dans la chambre après le départ des secours, ils découvrent une cartouche de fusil de chasse au sol. Maintenant, c'est sûr, quelqu'un a bel et bien tiré sur Steven Bird, et la maison, qui était jusque-là un simple lieu d'intervention, devient immédiatement une scène de crime. En parallèle, Céleste et Christina se rendent à l'hôpital et sur place, elles sont rejointes par Jennifer qui était chez des amis quand l'incident s'est produit. Elles sont là pour se rendre au chevet de Steven, mais la police, qui ne veut écarter aucune piste, en profite pour faire des prélèvements sur leurs mains à la recherche d'éventuelles traces de poudre à canon. Au passage, les officiers leur posent aussi quelques questions parce qu'il leur est difficile de croire qu'il puisse s'agir d'un crime opportuniste. La possibilité qu'une personne ne s'introduise en pleine nuit sur la propriété juste pour tirer sur ce père de famille, a priori sans histoire, avant de repartir comme il était venu, paraît assez improbable. Non, la façon de faire laisse penser que celui qui a fait ça lui en voulait personnellement, et si c'est réellement le cas, alors de qui peut-il bien s'agir ? Le mystère est entier parce que si Steven est effectivement connu et même populaire dans le coin, ça n'est pas pour de mauvaises raisons. C'est un self-made man, comme on dit, un homme parti de rien, qui est à présent millionnaire parce qu'il a travaillé très dur. Et s'il est vrai que le fruit de sa réussite peut être une source de jalousie, voire même représenter un mobile, ses débuts, eux, n'auraient fait rêver personne. Histoire que vous puissiez cerner un petit peu mieux le personnage, je vous ramène quelques années en arrière. Steven Franklin Bird Jr. voit le jour le 27 novembre 1924 à Dallas, dans une famille très modeste, pour ne pas dire pauvre. Et même jeune, il est déjà assez ambitieux. Au départ, il veut devenir médecin, mais il se retrouve finalement enrôlé dans les rangs des Marines quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Après l'armistice, il rentre chez lui et se dégote un petit job sans prétention dans un grand magasin où il fait la rencontre de celle qui devient sa première femme, le 10 avril 1948, Elise Helen Adams. De cette union naissent 3 enfants, Steven Franklin III, Becky Elise et Paul Ellis. On peut au passage noter l'extraordinaire originalité dans le choix des prénoms qui n'ont absolument rien à voir du tout avec ceux de leurs parents. Repassez-les.
Le couple est loin de rouler sur l'or et mène une vie simple, mais malgré tout, ils sont heureux. Ceci dit, Steven n'en a pas pour autant oublié ses ambitions. Il veut mieux pour lui, comme pour sa famille. Il prend donc la décision de déménager à Austin avec femme et enfants, où il est engagé pour travailler dans la publicité, et là encore, il commence tout en bas de l'échelle. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house and everything that's in it. Mais cette fois, il se fait rapidement remarquer par ses supérieurs. Il est malin, et c'est un véritable bourreau de travail, ce qui l'amène à être promu cadre supérieur de l'entreprise en 1978. Ça y est, son implication sans faille paye enfin, mais Steven ne compte pas s'arrêter là. En parallèle, il fonde la première chaîne de télévision indépendante d'Austin, qu'il nomme KBVO, et il cumule alors 2 emplois très prenants. C'est difficile, mais il s'accroche, et on peut dire qu'il a eu du flair parce que son bébé décolle, c'est le début de sa route vers le succès. L'argent ne manque plus, bien au contraire. Malheureusement, c'est un bonheur dont il ne pourra pas profiter très longtemps avec sa femme, qui décède des suites d'un cancer le 13 octobre 1993. Suite à ça, Steven décide de prendre sa retraite et de se séparer de KBVO, une vente qu'il conclut pour la modique somme de 54 millions de dollars. Il est à présent richissime et a du temps libre à revendre, mais ça ne change rien à la souffrance qu'il éprouve suite à la perte de sa moitié. Et on peut comprendre, Élise a été sa partenaire pendant 45 ans et c'est elle qui l'a soutenu pendant toutes ces années de galère, bien avant qu'il ne fasse fortune. À 69 ans, donc, il se retrouve veuf et doit malgré tout aller de l'avant. Alors, il fait son possible pour se distraire, en partant de temps en temps en voyage avec ses enfants et leur famille, par exemple. Pendant ces séjours, tout le monde voit que nombre de femmes essayent de séduire Steven, parce qu'elles remarquent qu'il est seul, et surtout qu'il a beaucoup d'argent. Mais il ne partage pas leur enthousiasme, pire même, ça ne l'intéresse absolument pas. Tout ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir continuer sa vie tranquillement, et surtout, qu'on lui foute la paix. À Austin, il commence à fréquenter très assidûment le country club local, parce qu'il se dit probablement que s'il s'entoure de gens qui sont eux aussi fortunés, le risque d'être sollicité sera moindre. Moindre, oui, mais pas nul. Parce que c'était sans compter sur Céleste Martinez, une jolie serveuse de 32 ans, qui semble pas mal attirée par Steven. Ceci dit, cette fois, l'intérêt est réciproque. Steven se sent bien en compagnie de la jeune femme, il a même un petit peu l'impression de revivre. Alors, il commence par lui offrir un emploi de gouvernante chez lui, puis l'air de rien, il multiplie les sorties en tête-à-tête, jusqu'à ce que dans son entourage, tout le monde comprenne que son employé est devenu beaucoup plus que ça. Tous les proches de Steven sont inquiets du fait que sa nouvelle compagne puisse être intéressée surtout par ses millions, mais ils décident d'avoir confiance en son jugement. Finalement, le couple décide même de passer à la vitesse supérieure en se mariant le 18 février 1995, et dans la foulée, le septuagénaire adopte légalement Christina et Jennifer, des jumelles de 15 ans que sa femme a eues d'un précédent mariage. Voilà pour la petite histoire. Du coup, vous conviendrez du fait qu'il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse en vouloir assez à Steven pour tenter de lui faire un trou dans le ventre au sens littéral du terme. En fait, il n'a aucun ennemi connu et il est décrit par tous comme étant quelqu'un de généreux, de respectable et surtout, c'est une figure locale que beaucoup admirent pour sa réussite qu'il ne doit à personne. Seulement, la police tique en interrogeant Christina et Jennifer parce que quand on leur demande qui pourrait éventuellement en vouloir à leur père, un nom leur vient immédiatement. C'est celui d'une femme, Tracy Tarleton, 42 ans, qui, si on en croit leur dire, pourrait effectivement avoir un mobile des plus crédibles. Il s'avère que depuis le début de l'année 1999, Céleste, la femme de Steven, est assez proche de Tracy. Non, pas juste proche. Proche. Elles ont une liaison, quoi. Après leur rencontre, en mars, les deux femmes commencent à se voir régulièrement, et pour que ça passe auprès de Steven, elles prétendent n'être que des amies. Seulement, si quand elles sont ensemble, le mari de Céleste n'y voit que du feu, parce qu'il est très amoureux d'elle et veut lui faire confiance, c'est bien le seul qui ne s'aperçoit de rien. Christina et Jennifer, elles, ne se laissent pas berner par le manège que tiennent Tracy et leur mère, tout comme les autres proches de la famille d'ailleurs. Les sourires et les jeux de regard qu'elles échangent, même s'ils sont discrets, ne trompent pas.
et on peut voir assez facilement qu'il y a plus que de l'amitié entre elles. D'ailleurs, Tracy évolue physiquement au fil des mois, dans le seul but de plaire à Céleste, qui est coquette, là où elle est un petit peu plus garçon manqué, comme on dit. En fait, elle semble être presque hypnotisée par son amante. Elle se met à vraiment soigner son apparence et investit dans de nouveaux vêtements avant de changer de couleur de cheveux et de se faire les ongles. Bref, le fait qu'elles ont une liaison est de plus en plus évident, surtout qu'à partir d'un moment, elle se rend tous les jours chez les Byrde. C'est là que Steven commence à tiquer et à se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Il trouve Tracy fort envahissante et demande à Céleste de s'éloigner d'elle, mais c'est peine perdue. Quand les jumelles terminent leurs études secondaires, sa femme invite son amante à la cérémonie de remise des diplômes, alors que normalement, c'est quelque chose qui est supposé être réservé au cercle familial. Et la cerise sur le gâteau, c'est le moment où Jimmy Martinez, l'ex-mari de Céleste, qui connaît Christina et Jennifer pour avoir vécu avec elle, donne une fête privée pour célébrer ça aussi de son côté. Sur la liste des invités, il y a bien Tracy, en revanche, aucune trace de Steven, qui est pourtant le père adoptif des jumelles. D'ailleurs, petit détail, à cet événement, l'amante de Céleste force franchement sur l'alcool, au point qu'elle peine à se contenir et se permet de lui faire du cringue devant tout le monde. Résultat, elle est raccompagnée chez elle fissa par Jimmy et termine sa soirée toute seule. Steven, de son côté, sent que sa femme lui échappe et fait ce qu'il peut pour tenter de raccrocher les wagons. 5 semaines après la fête, pour la forcer à rester un temps loin de Tracy, il planifie des vacances en Europe. Et c'est justement pile avant leur départ que quelqu'un va entrer chez le septuagénaire dans l'unique but de lui tirer dessus pendant son sommeil. En sachant tout ça, on peut effectivement se demander si Tracy n'y est pas pour quelque chose. En tout cas, il apparaît qu'elle avait clairement un mobile pour vouloir se débarrasser de Steven. Le mari de Céleste veut faire cesser leur relation et il est de toute façon un frein à l'évolution de ce qu'elles partagent ensemble. En gros, le fait qu'ils disparaissent, ça leur aurait sans doute bien arrangé. Du coup, les enquêteurs décident d'aller la trouver pour l'interroger quelques jours après, étant donné qu'en plus, c'est la seule piste solide qu'ils aient pour le moment. La première question qu'ils posent à Tracy est évidemment au sujet de l'arme du crime, un fusil de chasse. Et il se trouve justement qu'elle en a un, et de même calibre que celui de la cartouche retrouvée dans la chambre de Steven. Le 8 octobre 1999, Tracy Tarleton est placée en état d'arrestation pour avoir tiré sur Steven Byrde 6 jours avant, et pendant son interrogatoire, elle avoue être celle qui a ouvert le feu sur lui. 9 mois plus tard, en juillet 2000, elle révèle également à la police qu'elle avait bien une liaison avec Céleste et qu'elles n'ont jamais été de simples amies comme elle avait d'abord tenté de le faire croire. Et voilà, fin de l'histoire, affaire résolue, à lundi prochain, salut. Eh non, je plaisante, restez, vous vous doutez bien qu'il y a plus dans cette affaire, ça serait beaucoup trop simple. Après son arrestation, l'histoire aurait pu trouver une conclusion et se terminer. Mais c'était sans compter sur celle qui, depuis le départ, était l'élément central de ce triangle amoureux qui, finalement, ne satisfaisait qu'elle seule. Parce que si Céleste prenait du bon temps avec Tracy, à côté de ça, elle comptait bien garder la stabilité grâce à son mariage avec Steven, ce qui était plutôt le bon plan pour elle. Alors, le fait de tout perdre d'un coup, ça aurait dû, à minima, la secouer un petit peu. Parce que oui, celle qui était son amante vient quand même d'être arrêtée pour avoir tenté de tuer son époux, un époux qui est toujours à l'hôpital dans un état gravissime. Et pourtant, ce n'est pas le chagrin, ni même l'inquiétude qui semble l'accaparer. La seule chose qui l'intéresse, Céleste, c'est de savoir dans quelle boutique elle va se rendre ensuite pour flamber l'argent de Steven. Mais vous êtes loin de tout savoir sur elle, et je suis prêt à parier que plus vous allez en apprendre, moins vous allez l'apprécier. C'est un fait, Céleste aime l'argent, mais bon, jusque-là, rien de choquant, c'est le cas de beaucoup de gens, et ça n'en fait pas nécessairement des individus malhonnêtes pour autant. En revanche, ce qui est un petit peu limite dans son comportement à elle, spécifiquement, c'est qu'elle a l'air prête à beaucoup de choses pour en obtenir, quitte à sortir un petit peu des clous, on va dire. En vérité, quand Céleste rencontre Steven, elle traîne déjà quelques casseroles. On sait peu de choses sur son enfance, si ce n'est qu'elle a été difficile. Il semblerait qu'elle ait été adoptée, et la seule fois où elle a vu sa mère biologique, elle s'est entendue dire qu'elle n'était pas sa mère, mais son incubateur. Visiblement, l'un de ses parents adoptifs était maltraitant et la molestait régulièrement, jusqu'à la pousser à faire une tentative de suicide pendant son adolescence.
À 17 ans, elle est tombée enceinte de ses filles, dont le père était son premier mari, un homme violent nommé Craig Bratcher, qui a d'ailleurs mis fin à ses jours en 1996. Au fil des années, les relations de Céleste se nouent et se dénouent. Elle déménage beaucoup sur fond d'addiction à la drogue, et finalement, ses filles ne la voient que très peu au cours de leur vie, parce qu'elles sont placées plusieurs fois à cause de l'instabilité de leur mère. En vérité, le premier foyer stable que Christina et Jennifer ont connu à ses côtés, c'est celui qui leur a été offert par Steven. Grâce à ses moyens financiers conséquents, elles peuvent fréquenter une bonne école, emménager dans une maison magnifique, et c'est à 15 ans qu'elles découvrent enfin les joies d'avoir une vraie famille. Mais les jumelles ne sont pas les seules que Steven gâte, parce que sa femme aussi a droit à sa part du gâteau, très belle part même. En guise de cadeau de mariage, il lui offre $1 demi-million, qu'elle dépense en à peine 6 mois, et sur leur contrat nuptial, il est précisé que s'ils restent mariés 3 ans, elle aura droit à $500 000 supplémentaires. Mais évidemment, ça, c'est juste du bonus, parce qu'à côté de ça, Steven verse $10 000 d'argent de poche à Céleste chaque mois, et il lui paye absolument tout ce qu'elle veut. S'il est indiscutable que ça aurait été plus que largement suffisant pour combler pratiquement n'importe qui d'autre, eh bien, ça ne l'est pas pour celle qu'il a épousée, bien loin s'en faut. Et si pendant 3 ans, Céleste parvient à tenir ses démons intérieurs en laisse pour respecter les engagements liés à son contrat de mariage, une fois le délai passé et les $500 000 récupérés, elle commence à changer de visage. Elle multiplie les aventures avec d'autres hommes qu'elle rencontre dans les nombreuses fêtes auxquelles elle se rend, et elle a pendant un temps une liaison suivie avec Jimmy Martinez, qui avait été son 3e mari. Céleste n'hésite d'ailleurs pas à dire à ses proches que Steven ne la satisfait pas sexuellement, parce qu'il est trop vieux, mais que c'est totalement différent avec son ex. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, le Jimmy Martinez dont je viens de vous parler, c'est bien le même que celui qui avait organisé une soirée pour la remise de diplôme des jumelles. L'année précédente, il avait déjà donné une première fête pour leurs 18 ans, à laquelle, une nouvelle fois, Steven n'avait pas été invité, mais en revanche, avait été entièrement financé avec son argent. En vérité, le septuagénaire accepte ce qu'il apprend au sujet des comportements inappropriés de sa femme, non seulement parce qu'il l'aime énormément, mais aussi parce qu'elle s'arrange très souvent pour faire en sorte qu'il ne soit tout simplement pas au courant. Disons que pour pouvoir sortir tranquille, sans avoir de compte à rendre à Steven, Céleste a tendance à épicer un petit peu sa nourriture et à forcer les doses quand elle lui sert un verre. Je précise que l'épice dont je parle, ce n'est ni du piment ni du curry, mais plutôt des somnifères. Alors, forcément, mélangé à l'alcool de grain très fort qui est aussi ajouté à ces boissons, ça fait que le soir, la reine de la nuit, elle chante libre assez tôt pour aller faire la fête à sa guise. Seulement, même si, comme on dit, gentil n'a qu'un œil, il n'est pas totalement aveugle non plus. Du coup, quand Steven s'aperçoit que celle qui n'est plus vraiment une épouse modèle depuis un moment se permet en plus de littéralement dilapider l'argent qu'il a si durement gagné, il décide de mettre le holà. Il lui demande de quitter la maison, et c'est même une menace de divorce qui tombe, ce qui met Céleste en très mauvaise posture. Parce que, vu qu'elle a déjà eu tout ce que son mari avait consenti à lui allouer, s'il la quitte maintenant, le contrat nuptial qui avait été signé fait qu'elle se retrouvera sans rien. Enfin, sans rien, pas vraiment, vu que certaines des propriétés du couple sont aussi à son nom, mais encore une fois, elle en veut plus, et elle n'est de toute façon pas prête à laisser tomber le train de vie luxueux auquel elle s'est habituée. Elle sort donc sa plus belle plume et ses plus jolis mensonges pour écrire une charmante lettre à Steven, qui a visiblement commencé à ouvrir les yeux à son sujet parce que ça ne prend pas du tout. Céleste passe alors à la seconde partie de son plan reconquête et menace tout simplement de se suicider avec une arme à feu qui n'était même pas chargée, un triste spectacle auquel a d'ailleurs aussi assisté sa fille Christina. Le pire là-dedans, c'est que malgré tout ce qu'a subi Steven de la part de Céleste, l'apparente dégradation de son état psychologique le touche et il mord à l'hameçon en acceptant de donner une dernière chance à son mariage. La première étape, c'est d'abord de venir en aide à sa femme, à qui une dépression vient d'être diagnostiquée, et pour cette raison, il demande son internement dans un hôpital psychiatrique en mars 1999. C'est là-bas qu'elle fait la rencontre de Tracy Tarleton, qui est une habituée des lieux pour y faire régulièrement des séjours, parce qu'elle est bipolaire. Céleste voit tout de suite en elle une autre personne vulnérable de qui elle peut profiter, et s'applique à tirer les ficelles pour qu'elle développe des sentiments envers elle, ce qui ne s'est, semble-t-il, pas avéré très difficile. Tracy est issue d'une famille texane aussi dysfonctionnelle que riche,
et elle a été sévèrement maltraitée par sa mère pendant son enfance. Il en a résulté qu'elle a un énorme besoin d'être aimée, ce dont elle a manqué depuis toute petite. Alors forcément, quand la belle Céleste lui fait les yeux doux, elle ne se demande pas très longtemps si c'est sincère ou pas, et elle répond positivement à ses avances, jusqu'à tomber profondément amoureuse d'elle. Malheureusement, la démarche de celle qu'elle aime est tout sauf honnête, et tout ce que Tracy entend au sujet de Steven est inventé de toutes pièces. Après leur sortie de l'hôpital psychiatrique, Céleste raconte à son amante que son mari la maltraite émotionnellement, et évidemment, cette confidence la touche énormément, notamment parce qu'elle a elle-même été victime d'abus par le passé. La suite, vous la connaissez, Tracy a fini par tenter de supprimer Steven, s'est fait arrêter, et pendant ce temps-là, Madame Bird mène sa meilleure vie. L'âge de son mari et la gravité de la blessure qui lui a été infligée font que sa convalescence s'éternise, alors pendant des mois, Céleste en profite pour dépenser sans compter et s'offre même régulièrement des virées au casino. Steven, toujours sur son lit d'hôpital, est très chamboulé par ce qu'il a vécu. Il semble avoir pris conscience de ce qui rend la vie si précieuse, ce qui a aussi pour effet de le pousser à se rapprocher de sa femme dont il s'était éloigné. Il modifie même son testament en ce sens, afin qu'elle puisse récupérer une plus grosse part de son héritage lorsqu'il mourra, sans se douter qu'à ce moment-là, la grande faucheuse a déjà un œil sur lui. Le 22 janvier 2000, Steven Bird décède des suites d'une embolie pulmonaire due à la blessure qu'il a subie quelques mois plus tôt et laisse derrière lui des actifs qui s'élèvent à plus de 10 millions de dollars, dont 6,5 doivent revenir à Céleste qui est maintenant sa veuve. Une veuve qui, d'ailleurs, ne le reste pas très longtemps parce que 6 mois seulement après la mort de son époux, elle se remarie avec un certain Cole Johnson, âgé de 41 ans. C'est d'ailleurs en apprenant cette nouvelle dans la presse depuis sa prison que Tracy Tarleton, qui se sent sûrement un petit peu trahi, décide de révéler à la police qu'elle a bien eu une liaison avec Céleste. Au passage, elle voit aussi les charges qui pèsent contre elle être requalifiées. Steven est mort parce qu'elle lui a tiré dessus, et ça lui vaut maintenant une inculpation pour meurtre. L'ex-Madame Bird, elle, ne se sent pas très concernée par ce qui arrive à Tracy. En fait, ce qui l'ennuie le plus depuis que Steven n'est plus, c'est le fait que la banque ne la laisse pas dépenser son héritage comme elle le souhaite. Elle n'a droit d'utiliser que plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque mois, ce qu'elle trouve complètement scandaleux. Incapable de se restreindre, Céleste fait alors ce qu'elle peut pour arrondir ses fins de mois difficiles, et elle met ses filles à contribution pour qu'elles ramènent dans les magasins où ils ont été achetés un nombre impressionnant de vêtements de luxe qui n'ont jamais été portés, au point même d'avoir encore l'étiquette. Christina et Jennifer doivent réclamer le remboursement d'achats effectués parfois 4 ans en arrière, et elles trouvent ça franchement gênant, mais leur mère s'en fiche pas mal. À vrai dire, Céleste sait qu'elle a la même emprise sur les jumelles qu'elle en avait sur Tracy ou feu son mari, Steven, et elle les a d'ailleurs toujours très maltraitées. Elle ne leur a jamais vraiment donné d'affection et demandé elle-même leur placement en famille d'accueil du jour au lendemain, sans aucune explication, quand elle en avait juste marre de les avoir dans les pattes. Céleste ne s'est en fait jamais vraiment comportée comme une mère avec ses filles, ce qui n'a pas empêché son comportement toxique de les rendre particulièrement obéissantes, que ce qu'elle leur demande soit dans leur intérêt ou pas. Et la pression s'accroît sur Christina et Jennifer depuis la mort de leur père adoptif, parce que la police commence à fortement suspecter leur mère de ne pas y être pour rien dans le fait qu'il se soit fait tirer dessus l'année précédente. Céleste est particulièrement nerveuse à cause de ces suspicions et évidemment du fait qu'elle n'ait pas accès à autant d'argent qu'elle le voudrait. Ce qui ne fait que renforcer encore plus l'instabilité psychologique qui la caractérise. Elle était déjà assez imprévisible, mais c'est maintenant au point d'effrayer ses filles. Finalement, c'est après une demande particulière à Christina, Jennifer et leurs petits amis que les choses se gâtent pour elle. Elle leur demande s'ils accepteraient de se donner la mort avec elle. Cette demande lui vaut de retourner faire un séjour à l'hôpital psychiatrique où elle avait rencontré Tracy. Au terme d'un internement de plusieurs semaines, Céleste appelle Christina pour qu'elle vienne la chercher, mais cette dernière refuse parce qu'elle a peur, ce qui lui vaut une réponse d'une extrême violence, à savoir des menaces. Si elle ne vient pas, elle va le regretter. C'est finalement sa sœur, Jennifer, qui va récupérer leur mère, mais elle est visiblement très mécontente à cause du fait que son autre fille ait osé lui dire non. Elle ne digère pas ce qu'elle considère comme un affront. Le soir même, Céleste appelle Christina, qui a la bonne idée
d'enregistrer la conversation, et ce qu'on peut y entendre est tout simplement horrifiant. Pour ceux qui écoutent la vidéo sans la regarder et qui ne comprennent pas l'anglais, je vous conseille de jeter un œil à votre écran 2 secondes pour pouvoir lire les sous-titres, parce que je vais vous passer 2 petits extraits audio. Christina, what are you saying by deliberately disobeying me? Huh? What don't you know? Because I'm a worse person and my father he molested me. You know what you don't know? Huh? Because I've been that cruel to you? No. Then why don't you say that I hurt you worse than my dad hurt me? Because you did. Durant cet appel, Céleste est hystérique et après avoir accroché, dit devant Jennifer et son petit ami, qui sont encore avec elle dans la voiture à ce moment-là, qu'elle pourrait tuer Christina. Mais elle ne va pas s'arrêter là et remet le couvert le lendemain au cours d'un nouveau coup de fil, lui aussi enregistré par sa fille. What are you so frightened of? You think you know me, but you don't. When you came home, I was gonna say, I hired somebody to help her. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait faire éliminer Tracy si elle n'a rien à voir dans l'histoire du meurtre de Steven ? Les jumelles, et plus particulièrement Christina, qui a toujours été particulièrement sensible aux manipulations de leur mère, sont maintenant convaincues qu'elle a voulu faire tuer leur père adoptif et surtout, elles réalisent à quel point elle est dangereuse, surtout avec les moyens financiers dont elle dispose. Elles rompent immédiatement contact avec Céleste et dans la foulée, décident qu'elles doivent tenter de l'empêcher de nuire à nouveau, ce qui les amène devant le procureur avec les enregistrements des appels, des lettres et surtout une multitude de choses à dire sur son compte. Nous sommes à ce moment-là en 2002 et le procès de Tracy Tarleton doit se tenir en mars. Ça fait donc plus de 2 ans qu'elle a avoué avoir tiré sur Steven Bird. À la lumière des nouvelles informations dont il dispose, le procureur compte bien utiliser l'audience qui approche à son avantage et envoie des policiers rendre visite à la détenue 2 jours avant, dans le but de lui proposer un accord. Elle aura une réduction de peine si elle témoigne contre Céleste. Les policiers font comprendre à Tracy qu'elle a très certainement été manipulée par celle qu'elle aimait dans le but de lui faire tuer son mari, et quand, en plus, elle apprend qu'elle prévoyait de la faire éliminer elle aussi, c'est la douche froide. Elle réalise qu'elle a été utilisée depuis le départ, et surtout que Céleste lui a menti concernant les sentiments qu'elle disait avoir pour elle. Alors en conséquence, elle accepte l'accord de plaidoyer proposé par le procureur. Oui, Tracy a tiré sur Steven Bird parce que sa femme Céleste lui avait confié qu'il la maltraitait émotionnellement, au point qu'elle pensait à se suicider. Et aussi parce que, selon elle, c'était à cause de lui qu'elles ne pouvaient pas être ensemble. En échange de sa coopération, et alors qu'elle encourait la prison à vie pour meurtre, Tracy voit sa peine réduite à 20 ans d'emprisonnement, avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Son témoignage enfonce le clou concernant les suspicions qu'avaient les enquêteurs au sujet de l'implication de Céleste Bird Johnson dans cette affaire, et le 28 mars 2002, elle est placée en état d'arrestation et inculpée du meurtre de son mari, mais aussi de complot en vue de commettre un meurtre et de blessures infligées à une personne âgée parce que Steven avait 75 ans au moment des faits. Elle nie formellement toutes les accusations portées contre elle et dément même avoir jamais été intime avec Tracy. Alors, petit détail complètement improbable, elle essaye à plusieurs reprises d'utiliser l'argent de Steven pour financer ses frais de justice, tout en étant inculpée de son meurtre. Bon, heureusement, ça lui est bien évidemment refusé. Près de 4 ans après les faits qui lui sont reprochés, le procès de Céleste Bird Johnson s'ouvre. Elle s'y présente dans une tenue très sobre, qui ne lui ressemble pas du tout selon ceux qui la connaissent, et elle reste sur ses positions. Ses avocats affirment que Steven ne voulait pas divorcer, et que, si c'est vrai qu'il était effectivement agacé par le fait que sa femme dépense trop, ils consultaient un thérapeute ensemble pour les aider à dépasser leurs désaccords. Bref, selon eux, leur cliente n'avait donc aucune raison de vouloir tuer son mari. Ils en profitent pour tacler Christina et Jennifer, ses filles, en disant qu'elles ont témoigné contre leur mère, simplement parce que si elle est acquittée, elles n'auront qu'une très faible part de l'héritage. Concernant Tracy, les plaidoiries tournent autour du fait qu'elle a effectué beaucoup de séjours en hôpital psychiatrique
et que de ce fait, son témoignage ne peut pas être considéré comme fiable. Elle était simplement tombée amoureuse d'une femme mariée qui ne la voyait que comme une amie et ne partageait pas ses sentiments. Selon eux, elle aurait fini par développer une obsession pour Céleste, ce qui l'aurait donc finalement conduit à tirer sur le mari de celle qu'elle convoitait. L'accusation, de son côté, dit que Céleste est une gold digger, une michto en gros, une femme intéressée par les hommes riches uniquement pour leur argent, et que c'est pour cette unique raison qu'elle a épousé Steven. Elle aurait ensuite manipulé Tracy en vue de le faire éliminer parce qu'il voulait divorcer, lassé de sa mauvaise attitude et de ses dépenses astronomiques, ce qui, pour elle, aurait signifié presque tout perdre. Le comptable de Steven est invité à la barre pour témoigner et il atteste du fait que rien qu'en octobre et novembre 1999, Céleste a dépensé 321 000 $ avant d'en dépenser 249 000 supplémentaires avant le 10 décembre. Pour rappel, à ce moment-là, son mari vient tout juste de se faire tirer dessus et il est à l'hôpital grièvement blessé. Curieuse façon de montrer son inquiétude. On remarque une baisse de ses dépenses après la mort de Steven parce que la banque avait restreint ses capacités de retrait et qu'elle n'a finalement pu dépenser que 100 000 $ jusqu'au 31 mars 2000. Bref, il est difficile de croire en l'innocence de Céleste et visiblement, les plaidoiries de la défense n'ont pas convaincu le jury non plus parce que le 19 mars 2003, elle est déclarée coupable de meurtre et condamnée à la prison à vie. Elle ne sera éligible à la libération conditionnelle que le 1er avril 2042, à l'âge de 79 ans. Et si elle l'obtenait, ce serait quand même une bonne blague. Tracy Tarleton, quant à elle, a été libérée sous probation en août 2011 après avoir purgé 10 ans de prison. Celeste Bird Johnson, elle, à ce jour, clame toujours son innocence. Et vous, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a ne serait-ce qu'une chance pour qu'elle ait été injustement condamnée ? J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de cette affaire. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu juste en dessous et même à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines affaires. De mon côté, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI. Et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!